La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue messieurs dames dans Actu Débat. Toutes nos excuses pour le retard dû à notre invité qui a été retenu par la pluie. Notre invité de ce jour, il s'appelle Rodrigue Aego. Rodrigue Aego est journaliste directeur adjoint du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Il est également directeur par intérim du journal Panorama et correspondant de Canal K au Togo. Rodrigue, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux techniciens. Je voudrais présenter toutes mes excuses aux auditeurs de Radio Métropolis parce que vous n'êtes sans savoir qu'avec une petite pluie à Lomé, les rues deviennent impraticables et vous êtes obligés d'arriver parce que le travail vous appelle. Donc je leur présente toutes mes excuses, mais je pense que nous avons un peu de temps pour dire l'essentiel. Merci à vous Rodrigue. Mieux vaut mourir pour la liberté plutôt qu'être prisonnier tous les jours de ta vie. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement les gens autour de lui. L'homme qui concite, il s'appelait Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley. Il est né le 6 février 1945 à Nine Mills en Jamaïque et est mort le 11 mai 1981 à Miami. Aujourd'hui, donc, cela fait 36 ans, jour pour jour. Bob Marley fut un célèbre chanteur de reggae et également un auteur, compositeur, interprète. Mais ce que le monde entier retient de lui, surtout en Afrique, Bob Marley est resté symbole ou idole de la révolution positive, évangéliste de la paix et de la liberté. Vous, Rodrigue Aego, quelle image avez-vous de cet illustre personnage? Je voudrais m'attarder un peu sur la première ligne de sa citation. Même mieux vaut mourir pour la liberté plutôt qu'être prisonnier tous les jours de la vie. Et je crois que c'est dans cette prophétie que nous marchons. Vous qui? Oui, nous qui refusons qu'on nous lie la langue, nous qui refusons d'être compromis pour mentir au lieu de dire la vérité, nous qui refusons de transformer le noir en blanc ou le blanc en noir, nous qui pensons qu'il faille véritablement mourir pour la liberté au lieu de rester prisonnier tous les jours. Nous partageons cette ligne de sa citation et nous constituons une relève favorable. Vous savez, quand on parle de Rastafari, les gens pensent que ce sont ceux qui fument, qui sont les vrais Rastas. Non. La Rastafari, au fait, c'est d'être sincère envers soi-même, d'être en paix avec son cœur, d'être en paix avec son entourage, d'être en paix avec sa famille, d'être en paix avec la société. Vous ne constituez pas de menace à la société. Vous luttez plutôt pour la bonne santé de la société. C'est ce que nous faisons. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent que cet homme n'est pas mort, mais il vit tout simplement parce que tout ce qu'il a eu dire, tout ce qu'il a eu faire aujourd'hui se reprennent par des gens sur le terrain, des jeunes conscients, pas des voyous, des brigands ou des bandits. Et donc j'en fais partie et je dis paix à son âme. Il n'est pas mort, mais il vit toujours. Merci Rodrigue. Rodrigue, l'actualité togolaise parle abondamment du Ashkroun et Ashkroun qui est donc en charge de la réparation des dommages causés aux victimes politiques du Togo depuis 1958 et la nouvelle était tombée il y a quelques semaines que la réparation a donc démarré. Et étonnamment on apprend de la bouche même de celle qui dirige le Ashkroun et que les 2 milliards qui ont été donc dits débloqués, on n'a même pas encore un franc dans la cagnotte au niveau du Ashkroun. Vous savez, c'est étonnant. Mais avant de répondre à votre question, ce matin, ou depuis hier nuit, je suis un peu attristé par la société qu'on est en train de construire. Figurez-vous qu'on envoie mon enfant pour aller acheter 2 de mes enfants, parce que j'en ai 3 garçons, pour aller acheter quelque chose pour leur maman, et on leur envoie avec un billet de 5 000, et qu'un monsieur qui les croise au niveau du bar, où on dit qu'il n'y a pas, de la boutique où on dit qu'il n'y a pas la monnaie, où les enfants retournaient à la maison pour informer leur maman, a été très malin et a usé, je ne sais de quelle magie, pour retirer les 5 000 francs des mains des enfants
et se fondre dans la nature. Vous comprenez que la société qu'on est en train de nous fabriquer aujourd'hui interpelle à une conscience, interpelle à une prise de conscience et une analyse profonde qui va permettre à chacun de prendre des résolutions fermes pour faire avancer le pays. On ne peut pas aujourd'hui, logiquement, réparer les gens, parce que ça, je le dis toujours, je suis ferme là-dessus, des gens qui sont victimes d'une situation causée par des tierces connus, mais qui sont décorés, qui sont promus au niveau de leur poste et qui refusent d'admettre qu'ils ont causé des torts et que l'État débloque l'argent au moment où ces victimes, comment dire, ces bourreaux-là sont là, libres de toute circulation, et c'est l'État qui s'arroge le droit de débloquer l'argent du contribuable togolais pour qu'on puisse aller réparer des torts que les gens refusent d'admettre ou de reconnaître. D'avoir connu. Donc ce qui veut dire que je ne m'associe nullement et ne m'associerai jamais à cette façon de réconcilier des esprits, à cette façon de réconcilier les Togolais. Parce que si nous ne connaissons pas les auteurs de ces crimes crapuleux, on peut, parce qu'aujourd'hui vous avez la loi, on condamne pas contumace. Est-ce que c'est moi qui l'invente? Non. Le législateur l'a fait pour qu'on puisse réparer des torts causés par une personne en cabale. Pour qu'on puisse aller prendre cette personne un jour et qu'on remette la personne à la disposition de la justice pour qu'il puisse répondre. Mais Rodrigue, la justice transitionnelle maintenant, qui régit on ne peut pas, la justice transitionnelle n'empêche quand même pas les victimes de porter plainte au niveau des juridictions. Mon cher confrère, allez demander aux organisations de la société civile qui étaient au premier plan lorsque les exactions ont été commises, surtout en 2005. Mais on a refusé d'enregistrer les plaintes de ces victimes-là. Où sommes-nous? Dans quelle société? On a refusé. Et puis je vous donne une dernière une dernière information. Vous vous souvenez de ces jeunes qui avaient été fauchés à Agoué par un véhicule auquel on attache le nom d'un ministre hier et aujourd'hui fonctionnaire à la présidence de la République. Vous savez que ce qui s'est passé, nous étions au chevet des victimes, des parents de ces enfants-là, qui malheureusement ont laissé leur vie l'un après l'autre. Mais à la brigade d'Agoué là-bas, quand les parents sont allés pour porter plainte contre ce ministre, puisqu'il en a rang encore, mais on leur a dit, c'est un accident de route quand même. Oui, accident. Sur quelle route? C'est sur une ruelle. Au niveau une ruelle parallèle au rail. Là-bas, allant à Demakoué. Ce n'est pas fait de façon exprès quand même. Même si ce n'est pas fait de façon exprès, c'est trop facile. Un voleur vous dira aussi qu'il n'a pas volé de façon exprès. Celui qui a volé les 5 000 dans les mains de mon enfant hier dira aussi qu'il ne l'a pas fait exprès. Non, on laissera libre cours aux institutions compétentes de faire l'enquête. Chacun sera payé selon ses œuvres. Vous me forcez à chanter reggae ce matin. Chacun sera payé selon ses œuvres. Un jour viendra, nous quitterons la terre. Un jour viendra, tout le monde mourra. Ça fait très longtemps que nous irons tous vers le Dieu pour être jugés. Chacun sera payé selon ses œuvres, consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que chez les catholiques, oui, j'ai péché. J'en ai été. Et puisque je suis chrétien, j'en fais toujours partie. C'est la famille. Oui, j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché. D'accord? C'est pour ça que je vous supplie, la Vierge Marie, de prier pour moi tous les saints. D'accord? Parce qu'il faut accepter d'avoir péché. Il faut faire un acte de contrition, comme le dit forcément.
Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je dis qu'on est en train de nous tromper. Oui, Rodrigue, vous ne voudriez pas vous associer à... Et maintenant, j'en viens avant votre question, excusez-moi. Maintenant, prenez un État qui annonce avoir débloqué 2 milliards pour saupoudrer une réconciliation. Non, pour aider... Pour saupoudrer, permettez ça, c'est... C'est mon point de vue. Ok. Pour saupoudrer une réconciliation et qu'on apprenne au finish de la personne qui prend son bâton de pèlerin pour aller remuer le couteau dans les plaies des victimes. Non. Pour aller... Qu'on n'a même pas encore un rond. Comment voulez-vous apaiser les cœurs des parents qui ont vu la vie de leurs enfants, de leurs maris, et des enfants qui ont vu la vie de leurs parents fauchés par un individu qui a été décoré, qui a été promu? Quel sentiment vous voulez que cette personne ressente au même moment que vous êtes en train de faire la promotion de l'auteur, de son bourreau? Vous êtes en train de décorer son bourreau, vous venez lui tendre l'argent pour lui dire que vous êtes venu réparer. Mon cher, je prie seulement Dieu de nous permettre d'être sincères envers nous-mêmes. Je le dis tout le temps. Puisqu'on se connaît, puisque je les connais, que chaque fois que je sors de ma maison, je dis adieu à ma famille, parce que tout peut arriver à tout moment, puisqu'ils sont libres de tout mouvement. Ils sont libres, ils posent les actes comme ils veulent, dans l'impunité, ils sont nullement inquiétés, parce que au Togo, dans mon pays, quand on tue, on est promu. Quand on commet des forfaitures, on est promu. On débarque des ministres en plein midi et on les cite dans des malversations financières et le lendemain, ils sont gradés. Donc, comprenez que tout peut arriver dans mon pays. C'est pour ça, en début d'émission, j'ai dit que je me plains de la société que nous sommes en train de construire aujourd'hui, qui va constituer un serpent géant qui va tous nous avaler demain. Mais, Dieu aidant, nous y prions et je pense qu'un jour viendra, nous pourrons tous dire Dieu merci parce que tu as contribué à remodeler notre société. C'est dans cette logique d'ailleurs que se situe le Hachkoun qui d'ailleurs a fait appel aux religieux donc pour contribuer à ce que cette réconciliation soit effective sur la terre de nos aïeux. Le Hachkoun est déjà en déplacement d'ailleurs pour rencontrer, est allé vers les populations du pays, donc pour les rencontrer, des premières rencontres, de premières rencontres avec ces populations pour échanger avec eux, pour les écouter en attendant donc que les réparations soit faite en bonne et due forme. Et on a déjà une équipe du Hachkoun qui serait déjà à Dapan selon nos informations. Et Rodrigue, ces populations rencontrées auront donc à échanger avec des responsables du Hachkoun, auront donc à leur exprimer quelles sont leurs attentes. Et voilà en quoi le Hachkoun pense mener cette réconciliation en y impliquant effectivement les présumés ou les victimes. Vous savez, c'est du folklore. Vous continuez toujours pas. C'est du folklore, je vous le dis, c'est du folklore. J'aime toujours être sincère avec moi-même. Vous savez, rien n'est plus facile que de dire la vérité. Et quand vous dites la vérité, vous êtes en bonne santé, vous êtes sincère avec vous-même. Comprenez? Je crois que dans les recommandations de la CVJR, on a parlé de garantie de non-répétition. Et ce qu'on doit mettre, ou ce qu'il faille mettre dans garantie de non-répétition, c'est de faire comme dans les autres pays soviétiques, où les gens en cavale depuis plusieurs décennies ont fini par mettre les mains sur ces personnes-là et les remettre à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Et ça fait plaisir aux familles des victimes. Mais Rodrigue, il faut quand même noter que la réconciliation est un processus. Vous savez, la réconciliation est un processus. Maintenant, vous prenez au cours du processus, par exemple, le groupe indexé comme étant auteur de la majorité de ces exactions a défilé aussi devant la CVJR, mais n'a jamais reconnu avoir commis ces exactions.
Alors que, au lendemain de ces exactions, les enquêtes qui ont été commandées par certaines organisations de la et l'État même ont fait mention dans leurs différents rapports. On a parlé de 800 morts. Et dans les rapports de l'ONU, on a parlé de 500 morts. On n'a jamais dit que c'est des personnes qui ont été piquées par des moustiques et qui sont décédées. C'est des personnes qui ont été abattues froidement, comme on l'a fait le 28 février dernier à Agoué. À ce chauffeur, paix à son âme. Tout simplement parce qu'il manifestait contre la hausse démesurée des prix à la pompe des produits pétroliers. Ce n'est pas des caissons de bouteilles qui ont été retirés du corps de ce martyr-là. Ce sont des balles. Et l'autre blessé, j'ai été moi-même le rencontrer dans son lit à l'hôpital. Il a été blessé par balle. Alors dites-moi que c'est encore un voyou armé qui a tiré sur ces individus. Non. On parle de garantie de non-répétition. C'est en cela que je dis, on a besoin de refaire une analyse profonde. L'analyse a été... Pour traduire réellement dans les faits les recommandations de la CVJR. Aujourd'hui, vous voulez faire une réconciliation au moment où les gens qui ont tué ou qui tuaient hier continuent de tuer aujourd'hui. Et vous faites la promotion de ces chefs miliciens-là. Qu'à simple vue, les gens versent des larmes. Les gens tombent en syncope parce qu'ils voient la mort en face. De quelle réconciliation parlons-nous? Ou quelle est cette façon de réconcilier que nous voulons inventer? En tout cas, cher confrère, oui, si j'ai péché contre toi, je dois venir reconnaître que j'ai péché, demander pardon et te laisser le temps à toi de soit accepter mon pardon ou de me traduire pour que je puisse répondre de mes actes. Mais ici, dans le cadre de la réconciliation, quand il s'agit de la réconciliation de tout un pays, et Rodrigue, vous concédez donc avec moi que... on doit forcément traduire les bourreaux, les auteurs de ces exactions méchantes concédez avec moi devant les tribunaux pour répondre de leur acte. La réconciliation s'oblige, nous sommes obligés d'aller vers cette réconciliation. Personne ne peut refuser la réconciliation. Mais il faut faire cette réconciliation de la plus bonne des manières. Pour permettre à ce qu'il n'y ait plus de parce que si je reconnais aujourd'hui avoir tué et que profondément je me repentis, il me sera très difficile demain d'aller encore commettre les mêmes bavures. Mais si je me cache, maintenant dites-moi, est-ce que c'est l'État qui reconnaît avoir commis ces exactions sur les populations togolaises? C'est la raison pour laquelle l'État débloque les fonds pour aller à la réparation au moment où cet État-là même fait la promotion des bourreaux. L'État a une obligation, et selon ce que... L'obligation de l'État, c'est de faire de sorte à ce que les bourreaux répondent de leurs actes pour apaiser les cœurs, parce que... Et de protéger également. Et de protéger les populations. Protéger les populations. Les indemniser au cas où l'État s'est senti failli à un certain moment. Très bien. Et qu'il n'est pas arrivé à protéger ces populations contre les bourreaux dont vous parlez. Voilà. Donc l'État a double obligation aujourd'hui. Forcément. Sauf que cette double obligation ne se sent pas. Je vous donne encore un exemple. Oui, figurez-vous que le 28 septembre 2014, on a braqué l'aéroport. Et quand les bandits se retiraient, ils ont fauché la vie. Ils ont fauché un pasteur de l'église christianisme céleste. C'est avec cœur meurtri que j'apprends hier, avec une descente curieuse sur le terrain juste, pour voir ce qu'était devenue la famille de ce pasteur qui n'a même pas eu une seule assistance de l'État pour non seulement enterrer ce pasteur, mais combler le vide créé par cet incident, sa disparition au niveau de sa famille. Les enfants galèrent. Vous parlez d'assistance. Bien sûr, parce que c'est l'État. Financière. C'est l'État.
Là, c'est l'État qui prend l'engagement. Parce que c'est un braquage de l'aéroport, pas du domicile du pasteur, de l'aéroport. Et il a été tué par balle. Et logiquement, si les gens sont réellement dotés d'esprit sage d'aller à une réconciliation, la moindre des choses, c'est de réparer les torts créés par les failles laissées par le pouvoir ou l'État. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, ceux-là aussi, ces braqueurs courent toujours, malgré les caméras de surveillance qui jonchent les rues, qui logiquement devraient les filmer. On n'en parle plus. Mais cette famille croupit dans la misère, dans la galère. Et aujourd'hui, on est en train de les expulser du local loué par le feu pasteur. On est en train d'expulser ces enfants de ce lieu-là. Ils vont aller où? De quelle réconciliation parlons-nous? En tout cas, sur le plan de la réconciliation nationale, les discours des autorités gouvernantes du pays estiment ou soulignent que le processus est engagé et que demain, il fera beau. Nous continuons toujours. Je veux toujours et je serai toujours Saint Thomas jusqu'à ce que mes doigts plongent dans la plaie de cette réconciliation. Ok, nous estimons ou nous espérons tous voir cette réconciliation effective dans notre pays, le Togo, très cher à nous. Et du Togo, nous allons en France. Eh bien, Rodrigue, vous l'avez suivi, Emmanuel Macron, 39 ans, élu donc président de la 5e puissance mondiale le dimanche dernier, la France donc, dont je voudrais parler. Il reste le plus jeune chef d'État de la 5e République, voire de toute l'histoire politique de la France. Personne ne l'a vu venir. Il a donc, au nom de sa politique de renouvellement de la classe politique française, su convaincre, persuader les Français à lui accorder donc leur suffrage. Emmanuel Macron, élu président de la France, la plus grande question que se posent les Africains, notamment les Togolais, est celle de savoir ce que l'élection de Macron peut apporter aux Africains ou aux Togolais. Mais l'élection de Macron s'inscrit dans un registre tout comme les autres élections en France, comme l'élection de Hollande, comme l'élection de Sarkozy, comme hier les Jacques Chirac, les François Mitterrand, les généraux de Gaulle, etc. Ça ne va rien apporter parce que la France-Afrique a besoin d'être alimentée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on maintient délibérément ces pépés qui vont aller le 14 juillet prochain défiler devant leurs petits-fils. Ces pépés-là qui refusent de libérer le pouvoir. Vous parlez des présidents africains. Oui, ces pépés, vous les connaissez. Ces pépés, il y a certains qui avaient 2 ans et certains qui étaient au pouvoir lorsque Macron avait 2 ans. Il y a d'autres qui étaient lorsque Macron avait 5 ans. Et lorsque Macron avait 10 ans, il y en a, et qui continuent de rester. Et puis, figurez-vous qu'au Togo, Macron n'était pas encore né quand on prenait le pouvoir par coup d'État. Macron n'était pas encore né. 10 ans après Macron. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, Macron arrive découvrir un pouvoir qu'il aurait appris dans l'histoire, qui est arrivé par coup d'État. Macron vient grandir et devient président au moment où ce pouvoir continue sa route, son bonhomme de chemin. Et chaque pays avec ses réalités. Non, mais politiques. Vous savez, quand on parle de démocratie, est-ce qu'on doit encore parler de réalité? On met réalité dans des particularités. Exemple, par exemple, quand on prend le Ghana à côté ici, ça fait 5 présidents. 5 présidents, vous voyez? Et nous sommes à combien de présidents? Non, simplement. Nous sommes à combien de présidents? L'élection de Macron, ça doit interpeller. Je m'en réjouis. Parce que je me souviens bien qu'en 2005... Quelles leçons en tirer quand même? C'est pour dire que la jeunesse peut contribuer au développement de nos États africains si les systèmes implantés prennent conscience de leur bavure et décident de libérer les consciences. Il faut aujourd'hui... Faure Gnassingbé, dans son discours, a parlé de libération des énergies. Bien sûr, oui, ce qui est très important pour l'émergence. Pour pouvoir libérer les énergies au Togo, qu'ils disent ce que tous les Togolais veulent entendre, même au sein de UNIR. Je ne me présenterai pas en 2020. Est-ce que c'est une décision à lui? Oui, c'est une décision. Non, et qui l'a dit dans la bouche de François Hollande? Il a dit lui-même
qu'il a mis dans la bouche de Patrice Talon, même si aujourd'hui, il a tendance à refaire volte-face. Non, il faut libérer les énergies. Libérer les énergies, ça... Est-ce que la libéralisation, la libération plutôt des énergies dont parle Faure Gnassingbé réside essentiellement dans la question de l'alternance politique? Quelle est la question qui fâche au Togo? Quelle est la question pour laquelle les gens se battent depuis plus de 27 ans? Est-ce que c'est pour l'alternance ou pour un changement radical, un refondement de la nation togolaise sur le plan démocratique? Je vais vous donner un exemple. J'ai toujours fait cette démonstration et j'aime le faire. Il y a 3 ans, si j'ai bonne mémoire, à Blita, le président de la République, Faure Gnassingbé, a dissous le RPT. Et si je m'en tiens à la charte des partis politiques et à la constitution togolaise, quelques heures plus tard, il lançait UNIR à Atapamé. Ce qui voudra dire qu'aucun membre du RPT d'antan n'est père fondateur ou membre fondateur de UNIR. Si logiquement, le ministère de l'administration territoriale joue son rôle. Non, comment? Oui, non, mais on ne peut pas être membre fondateur de 2 partis. Oui, si le parti n'existe plus, vous pouvez être membre fondateur de l'autre parti. C'est pour ça que je précise que le parti a été dissous à Blita. Bien sûr, et 1 heure plus tard, un autre parti était lancé à Atapamé. Ce qui voudra dire que les 2 partis n'ont pas les mêmes membres fondateurs. Mais quelques heures plus tard... Mais on peut retrouver quand même dans la liste des membres fondateurs de l'UNI des membres qui ont aidé à fonder le RPT. Vous savez, ils étaient membres, ils ont quitté. Oui, on peut comprendre. Mais on ne peut pas être membre d'un parti à l'instant T où le parti est dissous et devenir membre d'un autre parti qu'on lance 1 heure après, sachant bien qu'au niveau de l'administration territoriale, il faut remplir un cahier de charges qui stipule qu'on doit avoir des membres fondateurs dans la majorité des préfectures du Togo, du pays. Et qui sait que si la dissolution a été déjà signifiée comment au ministère de l'administration territoriale, ça peut se faire aussi. On ne l'a jamais dit comme vous le supputez tout à l'heure là. On ne l'a jamais dit. Ça peut être une option aussi. C'est pour ça d'ailleurs que le ministre Essosoli Toki, qui était hier une tête de plomb, secrétaire du RPT, avait défilé dans les studios pour parler de fusion-création. Vous vous souvenez de la triste scène à Blita? Non. On demandait au chef de l'État de sortir pour que la séance puisse continuer, quand lui-même, il prend le micro pour dire non, c'est la presse qui doit sortir parce que je vais rester. Et au finish, lorsqu'on a voulu, de façon maligne, transformer ses propos et dire que le parti n'était pas dissous, il avait retiré le micro pour dire non, je dis le RPT est dissous. Ses partis passifs et ses actifs seront confiés à une structure qui sera créée. Je crois que ça a été confié après à la fondation du général Gnassingbé. Fondation Gnassingbé Yadema. C'est juste pour dire aux gens que UNIR et le RPT n'ont jamais eu les mêmes membres fondateurs. Auquel cas? C'est votre opinion. Non, mais... Selon votre analyse. Oui. Et logiquement, tout le monde doit être d'accord parce que c'est ça la vérité. Mais curieusement, aujourd'hui, qui sont les patrons de UNIR? C'est pour vous dire que le système n'a jamais changé. Mais Rodrigue, dans l'exercice... On a juste fait ce qu'on a fait à la justice togolaise. On a repeint les murs. Changer de casserole à une sauce pourrie ne fait pas revenir l'odeur identitaire de la sauce. Rodrigue, comprenez quand même que dans l'exercice du pouvoir d'État, on peut faire appel à des personnalités qui ont exercé ou pratiqué ce pouvoir à un certain moment de l'histoire politique du pays. Pour supplanter les pères fondateurs de ce nouveau parti-là. Pour apporter leur contribution peut-être. Oui, pour supplanter les pères fondateurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont dans le système. C'est eux qui dirigent le système. C'est eux qui prennent toutes les décisions. C'est Pépé qui avait fait avec le père, qui continue de faire avec le fils. Selon vous, il y a un retour donc de ceux qui étaient... Ce n'est pas un retour, c'est logique. C'est juste pour vous dire que rien n'a changé dans la méthode de gouvernance du Togo. Rien n'a changé. Aujourd'hui, on vous dit non, on vous dira que dans la liberté d'expression, dans votre studio ici la dernière fois, j'avais démontré par A plus B que cette liberté était conditionnée à des critères.
Et si tu refuses, mais tout le monde sait le sort qui est réservé aux gens qui refusent. Nous parlons donc de Macron et Lionel Zinsou, que vous connaissez très bien, ancien Premier ministre béninois. Candidat malheureux, c'est ça. Et il dit, j'éprouve avant tout un sentiment de soulagement si l'extrême droite l'avait emporté. C'est tout un système de valeurs qui se serait effondré. Ce parti porte les valeurs d'exclusion, de xénophobie, de répression, des migrants et de racisme assumé. Ce n'est pas parce que le Front National est diabolisé qu'une partie de ses militants et de ses électeurs ne s'assimile pas à ce système de valeurs. Le second sentiment, c'est la joie, car cette élection est selon moi très positive, non seulement pour la France, écoutez, mais aussi pour tout le continent européen, car la France joue en Europe un rôle absolument décisif. Une sortie de l'Europe aurait entraîné une crise économique mondiale dont nous aurions été également les victimes. En Afrique. Parlant toujours de l'Afrique, dit en effet, en dehors de l'Europe, l'autre continent pour lequel c'est une bonne chose, l'élection de Macron, c'est l'Afrique, parce que notre continent est un partenaire important de l'Europe et un partenaire important de la France. L'Afrique, partenaire important de la France. Oui, il a dit la vérité, partenaire important, sauf que je ne sais pas ce que lui il met dans partenaire important. Moi, j'entends par partenaire important ce cordon ombilical qui lie l'Afrique à la France, c'est le franc CFA. Ah bon? C'est le franc CFA. La dilapidation de nos ressources par nos pépés qui les envoient dans les paradis fiscaux au bénéfice de la France. Vous comprenez? Prenez l'exemple... Est-ce que vous pensez que Macron pourrait arriver à normaliser les relations entre la France et l'Afrique aujourd'hui? Normaliser? Non. Puisque lui-même parle d'une certaine normalisation de la vie politique la normalisation, française. il fera quoi? Les gens ont crié ça plus que lui. Ils ont fait quoi? Vous êtes pessimiste? Ah, oui, non, mais ils ont juste... plonger l'Afrique aujourd'hui dans une crise d'insécurité qui nous hante. Ils sont venus tuer Kadhafi, qui hier maîtrisait à lui seul ces réseaux mafieux. C'est terroriste. C'est terroriste. Aujourd'hui, comme certains le disent dans les ruelles, les armes sont versées dans nos pays et les gens peuvent l'utiliser pour tuer tranquillement. Boko Haram par-ci, Acmi par là, ainsi de suite. C'est ça les relations normales dont parle mon frère Zinsou du Bénin. Il pense que Macron peut arriver à, qu'est-ce que Macron à normaliser les relations entre la France et l'Afrique. La meilleure chose aujourd'hui à faire aux Africains, n'est-ce pas? La France, disons que l'élection de Macron ne fait pas du bien à toute l'Afrique. C'est aux États de l'Afrique francophone. Ça, il faut être clair. Et ces États de l'Afrique francophone, puisque c'est des anciennes colonies de la France, constituent une mamelle que la France suce, malheureusement. Imaginez le refus de ces pays d'envoyer ou de laisser leurs ressources pillées par la France. Qu'est-ce que la France va devenir? Comme il le dit, en dans l'espace européen. En 2007, quand Nicolas Sarkozy venait au pouvoir, il a annoncé la même normalisation des relations entre la France et l'Afrique. Il l'a fait? Non, pour ce que lui, selon nos informations, quand il a été interpellé par la cellule France-Afrique à l'Élysée, il n'a pas pu les convaincre. Oh, puis les convaincre comment? Laissez-les, c'est des égoïstes. Ce qu'il a fait de mieux, c'est de venir semer du bordel en Côte d'Ivoire ici et faire emprisonner un président innocent. Vous parlez de Gbagbo. Parce que si vous prenez l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo qui a introduit les armes en Côte d'Ivoire. La rébellion n'a pas été inventée par Gbagbo. La rébellion existait avant Gbagbo et cette rébellion avait un visage. Et ce visage aujourd'hui est assis sur le fauteuil présidentiel. Donc on parle d'une certaine légalisation de la rébellion aujourd'hui. Très bien, on a légalisé la rébellion. Et c'est clair, la personne n'a pas menti. C'est le mot juste, légalisation de la rébellion. Aujourd'hui transformée en armée républicaine. Et imaginez ce que ça peut engendrer demain. Déjà, il y a des soulèvements, des mouvements d'humeur. Vous avez vu comment ça a été fait. Chaque jour que Dieu fait, ces éléments étrangers, parce que normalement, pour l'évolution de nos sociétés, on doit avoir des menuisiers qui restent menuisiers, on doit avoir des maçons qui restent maçons pour jouer leur rôle de maçon, des électriciens qui soient électriciens pour jouer leur rôle d'électricien, ainsi de suite et tout. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Nos mécaniciens deviennent des conducteurs de taxi-moto. Les réformés entre griffes deviennent des auteurs d'insécurité que nous traînons. Vous et moi finissons tardivement la nuit parce que notre boulot l'exige. Mais en rentrant,
vous constituez une menace pour un Zémidjan qui vous prend, et le Zémidjan constitue également une menace pour vous qui l'a remorqué. Parce que entre vous deux, quelqu'un a forcément peur de l'autre. Dites-moi, Macron, oui, il est élu 39 ans. Ça, c'est la France. Il va apporter quoi en Afrique? À part, par exemple, circuler pour tenir certains propos qui seront traduits de façon pratique comme on a l'habitude de le faire. Parce que si Macron veut déclarer la guerre à la France-Afrique, il fera juste un mandat et il partira. Parce que c'est à travers la France-Afrique que la France mange. Merci à vous, Rodrigue Araïgo, d'avoir accepté débattre. Mais j'aimerais que les Africains puissent admirer cette façon de lire, où les candidats sont libres de circuler. Cette élégance politique. Cette élégance politique, où les candidats, les deux meilleurs jokers, sont allés s'affronter de façon idéologique devant les micros français, pas devant les micros étrangers. Cette façon de voir la sécurité garantie à tous les candidats, et non à une certaine catégorie de candidats. Et cette façon de proclamer les résultats avec élégance, et cette façon de la personne qui reconnaît sa défaite d'appeler le vainqueur pour le féliciter. C'est ça que je veux que la France, les États de l'Afrique francophone puissent copier de la France et libérer notre continent. Tout le charme on a besoin politique. d'être libéré. C'est en cela que je dis que la libération des énergies passera par la sincérité, la paix avec le cœur. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tous les peuples africains pourront applaudir des deux mains. Merci à vous, Rodrigue Araïgo, et chers auditeurs et auditrices de la Super Radio Métropolis. Nous voici donc arrivés à la fin de Actu Débat de ce jour. Merci de nous avoir suivis ici à Lomé, partout ailleurs. Merci à Rapide Débat pour l'assistance technique au micro et l'Iklim Goka Doc Kanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.